Primaire au niveau de l'Union sacrée, une nouvelle pour la République. Est-ce un élan démocratique ou une tactique politique pour écarter Vital Kamerhe? Ça se raconte, ça s'est dit. On va essayer de décortiquer la question. Scandale financier, le nom de Nicolas Kazadi n'arrive pas à être détaché des surfacturations et des soupçons des détournements. ODEP est passé dans les médias pour dénoncer. Le journaliste aussi continue à le faire. Il existe un vrai bras de fer entre le média et le gouvernement. Est-ce aussi un élan démocratique ou un acharnement? On va également en parler. Est-ce que monsieur le cardinal Ambongo a-t-il raison de dire ce qu'il a dit? Est-ce que le ministre porte-parole du gouvernement a aussi raison dans sa réplique? On va également en parler. On va brosser comme ça toute l'actualité que vous lisez dans le journal. Et pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir un analyste politique, un observateur de la société, un observateur des faits, pas de moindre, un observateur très attentif. Il est journaliste. Lui, ce monsieur Didier Kaninda, il va répondre à mes questions. Avec lui, ensemble, on va essayer de expliquer un peu tous les sujets d'actualité que je venais d'énoncer. Merci à vous qui n'avez cessé de nous soutenir. Continuez à le faire. Ne regardez pas seul. Une émission, ça se regarde pas tout seul. Partagez les liens. Abonnez-vous également. C'est votre manière de nous soutenir. Alors, monsieur Didier Kaninda, bonjour. Bonjour, cher Eli. Bienvenue dans Choc d'idées. C'est un honneur, finalement. On a pu s'écaler. Ah oui. Ça faisait un moment qu'on s'y cherchait. Justement. J'ai l'honneur de vous recevoir. Justement, ça, c'est quand même longtemps où on a pris rendez-vous, mais finalement, on est là et prêt à répondre à toutes vos questions. Je disais donc que vous êtes un observateur très attentif de l'actualité, mais récemment, vous parliez énormément des dossiers au niveau de Métrokin. Comment ça avance de ces côtés-là, et puis aussi un peu le code numérique? Je voudrais avoir, si vous avez quelque chose à dire un peu rapidement là-dessus, comme ça on va attaquer les dossiers scandale financier. Vous aviez oublié une chose dans la présentation. Je suis beaucoup plus un acteur du changement. Ok. C'est comme ça que vous remarquerez dans ma lutte ou dans mon parcours. J'ai été à côté des icônes du changement. J'ai été avec Etienne Tshisekedi wa Mulumba, où j'ai présenté des grandes émissions de l'UDPS. J'ai accompagné et je suis toujours dans cette grande famille. Vous êtes membre de l'UDPS? Bon, je ne sais pas si vous pouvez le dire comme ça, membre de l'UDPS, mais j'étais parmi les figures de pro médiatiques, bien sûr, parce que j'ai présenté à l'époque l'émission Soutien Etienne Tshisekedi. Je présentais à l'époque l'émission UDPS, Bolingo et Congo. Pourquoi je l'ai dit? Parce que nous étions animés d'une chose, c'était les changements. Mais regardez bien, vous verrez que autour de nous, la classe politique, la classe dirigeante d'aujourd'hui n'aime plus ces mots-là, changement. Les gens, quand vous leur parlez du changement, l'UDPS, nous sommes au pouvoir, ben, j'ai dit quelques-uns, ils aiment plus les changements, bien au contraire, nous allons en parler. Ils sont dans la gabégie, dans les détournements. Ils ont les changé. membres de l'UDPS. Ben justement. Ceux avec qui vous vous êtes battus. Justement. Pour changer ce pays. Voilà. Ils sont dans la gabégie, dans les détournements, et les autres ont changé même des amis. Les Ils ne amis répondent plus d'hier, au téléphone. ils répondent plus au téléphone, et lorsque vous les croisez par hasard ou vous les faites appel dans votre plateau, ils fuient. Tout simplement parce qu'ils savent que nous nous sommes battus pour les changements et rien que les changements. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est autre chose. Et moi, j'aimerais profiter de votre plateau pour vraiment décrier que le chef de l'État, pour moi, je pense qu'il est pris en otage. Regardez. Mais il est président de la République. Mais justement. Écoutez. Il peut pas être une victime. Faites bien la lecture. Vous allez voir qu'au début de son mandat, c'était cette histoire du FCC Cash. J'étais parmi les premiers à regarder les présidents de la République et à lui dire que nous ne pouvons pas cheminer avec ces gens ici. Parce que ce sont des détourneurs, ce sont des voleurs, ce sont des manipulateurs. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont mis de côté.
Ils nous ont mis de côté. Ils ont créé même une ceinture. Mais le président de la République vous a entendu. Non. Il a aboli ces accords-là. Justement. On doit dire plutôt que vous avez écouté le président. Vous allez comprendre d'où est-ce que je voudrais y arriver. Allez-y. Au début, ils nous ont dit que non, nous devons être ensemble. On a dit non. Nous ne pouvons pas être ensemble avec Mende, parce que notre maître, Etienne Tshisekedi, appelé Mende, traité Mende d'un menteur. Nous ne pouvons pas être ensemble avec Thierry Mosenepo, parce que leur langage, leurs mots, leur articulation étaient considérés comme de mensonges. Mais ces gens-là sont venus. Ils ont infiltré d'abord les FCC Cash, maintenant c'était l'Union Sacrée. Mais regardez les résultats aujourd'hui, cher Eli. Vous regrettez l'Union Sacrée? Mais justement, nous regrettons tout simplement parce que j'écris et je l'ai décrit ici. Mais ça a permis que le président de la République ait une majorité parlementaire et qu'il ait assez de pouvoir pour gérer parce qu'il disait être bloqué par le FCC. Non, je parle pas du président. J'ai dit que le président est aussi victime. Regardez ces gens-là. Est-ce que vous allez me dire aujourd'hui, vous allez me regarder droit dans les yeux pour me dire que, prenons l'exemple d'Mbosso, prenons l'exemple des Bahati et même des autres qui font la course au perchoir. Est-ce que vous allez me dire que ces gens-là pensent que ces pays doivent subir un coup qu'on appelle changement? Tout de suite, je vais vous dire non. Ils sont dans la continuité. Ils étaient avec Kabila. Ils sont maintenant avec Tshisekedi. Et ils seront avec les autres. Pourquoi vous n'avez pas dit ça au président avant les élections? Parce que vous aviez l'occasion, vous, l'UDPS, d'aller aux élections sans ces partenaires que vous critiquez aujourd'hui, sans Thierry Moussenepo, sans Lambert Mende, sans Bahati Lukwebo, sans tous ceux qui ont traversé de l'union du FCC à l'Union Sacrée. Oui, mais nous sommes allés aux élections seuls. Et aujourd'hui, je l'ai dit, parce que les présidents de la République restent l'homme politique les plus aimés. Parce que les notamment grâce à ces gens-là que vous... Non, pas du tout grâce à ces gens-là. Ce sont des oranges pourries. Tout simplement. C'est eux qui vous ont apporté la majorité aujourd'hui. Pas du tout. AFDC, on dit que c'est la troisième force politique quand même. Allons-y. Puisque vous voulez qu'on parle de parti. Augustin Kabouya, le secrétaire général, a été nommé informateur. Mais il a fait un travail que Bahati pouvait faire en un mois renouvelable une fois. Il a fait en 12 jours. Il a été nommé formateur du gouvernement. Le formateur a fait 12 jours. Il a fait 12 jours. Il a été reconduit, vous le savez, non? Il a déposé le premier rapport. Ensuite, le président lui a demandé d'aller le reconduire. Et là, il était formateur du gouvernement. Ah, il n'était plus informateur. Il n'était plus informateur. Il était maintenant formateur du gouvernement. Donc, la deuxième consultation, c'était pour former le gouvernement. Pour former le gouvernement. Que fait la première ministre là? Posez-vous la question. On se pose la question. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle reprend le travail qui est déjà fait pour faire perdre du temps à qui? Voilà pourquoi moi, quand je fais cette analyse, une seconde. Je me dis une chose. La seule personne, laissez-moi. Non, mais arrêtons-nous là, parce que c'est très important ce que vous venez de dire. Oui. Ça veut dire quoi? Que le président de la République nomme un informateur. Oui. Qui fait un travail de consultation. Qui identifie. Effectivement, qui identifie la majorité parlementaire. Oui. Ensuite, le formateur n'est pas le Premier ministre. C'est ce que vous voulez nous dire. Il y a une nuance. Non. Il y a une nuance. C'est-à-dire le Premier ministre qui sera nommé trouve une feuille de composition, de formation du gouvernement. Voilà. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit entériner ça? Non, mais il doit tout de suite consulter. C'est un travail de 2 jours. Maximum 48 heures. Le travail le plus difficile, cher Eli, c'est celui d'identifier la majorité au sein du Parlement. Parce qu'il faut parler avec 500 personnes. Mais dès lors que vous avez toute la structure entre vos mains, mais le travail est déjà fait. Voilà pourquoi. Moi, ici, j'interpelle la première dame. La première dame? Oui. Mais qu'est-ce que je pense? Parce que je pense que la première conseillère du chef de l'État, c'est la première dame. Notre estimée, distinguée première dame, Maman Denise Nyakero Tshisekedi. Elle est aujourd'hui la seule à dire au président de la République tous les matins que, très cher président de la République, vous êtes les premiers d'entre nous tous, mais ouvrez bien les yeux. Ouvrez l'œil et ouvrez l'œil le bon. Pourquoi? Parce que la dérive est très mal. Regardez tout ce qui se passe ici. J'ai comme l'impression, je parle d'une impression, que ces gens ici sont payés pour voler. Ah, ils sont payés pour voler. Ils sont payés pour voler, cher Eli. Comment
ces voleurs qui sont à la tête du pays peuvent voler, continuer de voler en présence de l'IGF, en présence de toutes ces structures d'anticorruption. C'est comme s'ils sont payés pour voler. Moi, je suis quand même très surpris. Regardez les projets qui se dit aujourd'hui des forages. Vous regardez le lampadaire. Vous regardez la ville de Kinshasa qui pue. On va en venir. Mais non. On va en venir. De l'autre côté. Non, pardon, permettez-moi. Je suis très, très, très surpris que depuis que le DPS est au pouvoir, vous criez tout le temps à la victime. Pourquoi est-ce que vous qui avez la commande, aujourd'hui vous êtes la première force politique du pays, pourquoi est-ce que vous ne trouvez pas un moyen de foutre tout ce monde-là quasiment à la porte? Quand vous dites qu'ils sont des voleurs, foutez-les à la porte. Mais c'est encore vous qui allez le remettre dans le gouvernement qui arrive. Mais très cher Elie, j'utilise votre micro pour vous dire que à ces stades, c'est quasiment impossible. Impossible. D'ailleurs, c'est les contraires. C'est les contraires parce que c'est des sommes qui sont droits, qui ne peuvent pas être, qui sont incorruptibles, qu'on fout à la porte. Donc la République est quasiment emprisonnée. C'est pratiquement impossible. Il y a des gens plus forts que la République. C'est ce que je vous dis que les lois. Lorsque vous êtes dans la droiture, vous êtes considéré comme la personne la plus nuisible. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai utilisé votre micro pour demander à la première dame d'ouvrir l'œil. Parce qu'aujourd'hui, je pense que elle est là. Charlie, vous êtes chercheur aussi, vous êtes journaliste. Effectivement. Ben, prenez votre stylo comme journaliste, demandez une audience au chef de l'État. Vous n'aurez même pas de réponse. Mais qui est quelqu'un qui a un peu d'argent, qui a ses millions et qui fait sa demande le lendemain. Mais sa demande est répondue. Vous ne vous posez pas des questions. Il y a les clientélismes autour du président de la République. Non, mais écoutez, il y a un danger. Ce n'est pas un écho. Il y a un danger qui guette les présidents de la République. C'est pas un écho d'un combattant non servi. Vous n'êtes pas un peu un combattant déçu. Vous auriez aimé être placé quelque part, comme c'est pas arrivé. Vous m'aviez présenté comme journaliste. Oui, combattant dans le sens où vous êtes acteur du changement. Voilà. Oui. Et donc, jusqu'aujourd'hui, je suis encore à la une. J'ai ma tête sur place pour présenter, être sur mon plateau, continuer à faire mon travail qui du reste m'a nourri, qui du reste me donne tout ce dont j'ai besoin. Mais je vous dis que j'étais à côté de ces grands hommes où on parlait du changement. Mais vous êtes acteur politique. Qui est celui qui vous parle encore du changement aujourd'hui? Je vous donne un exemple, puisque vous en voulez qu'on creuse vraiment. Allons-y. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tous ministres de l'UDPS, quasiment on peut prendre les ministres de la jeunesse, est-ce qu'il peut venir aujourd'hui, se mettre là et commencer à détailler son bilan? Quel est ce ministre qui peut aujourd'hui être en face d'un journaliste et parler de ce qu'il a fait au bout des 4 années où il a été nommé ministre? On dit par exemple que Nicolas Kazadi a un bilan élogieux, on dit que Peter Kazadi a un bilan élogieux, pour ne citer que les ministres de l'UDPS, on dit c'est lui de la jeunesse. Yves Mokolo. On dit qu'il a un bilan élogieux. Mais vous savez, vous êtes très suivi. Votre chaîne est en train de monter sur les nets. Je pense que vos téléspectateurs ou les personnes qui vous suivent vont vous répondre. Qui nous disent je vais vous dire. Donc vous êtes en train de nous dire cette histoire des Koulouna. Tous les ministres. Parlons de la sécurité. Allons-y. Parlons de la sécurité. Aujourd'hui. On a envoyé des Koulouna récemment. Bah, attendez. On en a arrêté. Quand vous voyez une forte impulsion, sachez que c'est le chef de l'État qui est derrière. Si les chefs de l'État donnent la responsabilité aux ministres, ils font rien. C'est pourquoi aujourd'hui ils fouillent les médias. Quel est ce ministre qui est capable de passer aux médias? Autrefois, je vous donne l'exemple de Lambert Mende. Il passait aux médias à tout moment et il répondait, il était ministre. Il répondait aux questions des journalistes à tout moment par semaine. Il pouvait faire 2-3 émissions. On en est là à regretter Lambert Mende. On regrette Lambert Mende. Mais regardez, aujourd'hui, on compare à Patrick Mouyaya, qui à la place de répondre aux questions du gouvernement, il devient journaliste carrément. Il se met à poser des questions. Vous voyez, les plus grands bilans de Mouyaya aujourd'hui, c'est son émission débriefing. À son émission. Oui, une émission où il pose aussi des questions. Il tire même la matière aux journalistes.
nous en sommes là aujourd'hui. Et lorsque nous parlons et nous disons que il faut un coup du changement, il faut changer de choses. Je vous donne un exemple. On parle moins de gens qui excellent, on les met même à côté. Nous parlons des millions qui sont dilapidés. Mais il y a ces projets fabuleux Metrokin. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire ces projets Metrokin. Un projet qui va rapporter à l'État. Un projet qui va désengorger les embouteillages. Un projet où il y aura des métros à Kinshasa. Parce qu'il y a un travail qui est déjà fait et autres. Mais on le met à côté. Personne n'en parle aujourd'hui. Un projet qui reste un projet mort. Tout simplement parce que les gens veulent des projets de forage pour dilapider les caisses de l'État. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du ministère, vous m'aviez présenté au début, lorsqu'on parle du ministère du numérique, regardez bien, vous allez voir. Les impayements. Non, attendez, cette histoire d'impayement, cette histoire de mécanisation et autres, moi j'ai fait des recherches là-dessus, j'ai remarqué que ça n'a rien à voir avec les ministres. C'est pas les ministres Attendez, c'est pas les ministres qui s'occupent des fonctionnaires de l'État. Et ces agents-là, qui sont au secrétariat général, ils sont fonctionnaires de l'État. Et ils doivent être pris en charge par l'IAO. Alors, c'est au niveau de la fonction publique. C'est au niveau de la fonction publique. Les ministres ne payent pas. Mais on regarde dans le cabinet des ministres l'impulsion. Et aujourd'hui, lorsqu'on parlera de ces ministères, on parlera des Bérantes qui laissera dans ces ministères les codes du numérique. Est-ce que vous avez lu ces codes? Tout le monde aujourd'hui utilise les téléphones. Mais est-ce que nous savons qu'il y a un code? C'est étonnant quand même ces revirements, parce que moi j'ai suivi vos émissions où vous chargiez plutôt le ministre. Vous disiez plutôt clairement que les ministres étaient en tort, que le secrétaire général était un peu négligé. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais nous avons un rôle d'être chercheurs. Nous avons un rôle de chercher la vérité. Et la vérité, c'est que quand vous êtes au secrétariat général, vous n'êtes pas pris en charge par les ministres. Ce n'est pas au ministre de vous payer, de payer le secrétariat général. Mais c'est pas non plus la fonction publique qui paye. C'est au budget, je crois. C'est le ministère de budget. Lorsque les agents font un test et qui sont admis au secrétariat général. Oui, le ministère de la fonction publique engage. Voilà. Je suis d'accord. C'est le ministère qui engage. Oui. Qui en place même. Mais on n'en est pas là. Voilà. Au niveau du ministère du numérique, on est au niveau des paiements. Des paiements des agents, fonctionnaires, bien sûr. Des fonctionnaires qui sont au cabinet. Non, des fonctionnaires du ministère du numérique. C'est ça. Les agents de l'État qui travaillent dans ces ministères-là ne sont pas payés. Non. Depuis bien de mois. Non. Il y a des listes qui circulent qui payent une petite partie de gens qui, du reste, ont des provenances un peu douteuses, qui seraient membres de cabinets à gauche, qui seraient membres des cabinets à droite, membres des familles, ainsi par. Mais ceux qui sont passés par le test, ceux qui ont eu des numéros matricules ne sont pas payés. Non, tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux. Il n'y a pas de mécanisation. Je veux vous dire. D'ailleurs, cette histoire de mécanisation, il faudrait encore révéler que c'est à charger les ministres à tort, tout simplement. Parce que ce n'est pas les ministres qui mécanisent les agents. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ils font les tests, ils sont repris comme agents au ministère du numérique, au secrétariat général, bien sûr. Ils sont fonctionnaires de l'État. Les ministres partiront, mais ils resteront là. Effectivement. Voilà. Et donc, c'est la fonction publique qui les prend en charge. Dans la fonction publique, a un représentant qui est le secrétaire général. Bien sûr que le secrétaire général ou le secrétariat est sous tutelle du ministre. Le ministre est un gestionnaire. OK? Il ne décide pas sur la paye et la non-paye de ces agents-là. Pas du tout. Comment il va le faire? Parce que déjà, ils sont répertoriés sur les fichiers de l'État. La faute, c'est à qui alors? Mais au ministre. Si ni le ministre de la fonction publique ne paye, ni le ministre du numérique ne paye, qui paye. Il ne peut pas payer. Le ministre du numérique ne peut pas payer. Il ne peut pas payer. C'est lui qui paye, c'est le ministre des Finances, mais via la mécanisation qui passe par les ministres de la fonction publique. Ça n'a rien à voir avec lui. Voyez, mais à côté, vous voyez, il y a des accusations. Mais à côté, les gens ne disent pas. Mais le ministre de la fonction publique ne peut pas être remis en question sur ces dossiers-là parce que le président de la République lui-même parle de lui en des mots exceptionnels. Il dit de lui qu'il est un ministre exceptionnel. Et que, voilà, il a, pendant son temps, quand même,
il y a eu moins d'impayements, il y a eu moins de retards d'impayement. C'est vrai qu'on connaît un trimestre un peu compliqué. Le ministre des Finances a expliqué qu'il y avait quelques urgences. Non, mais c'est que moi, je voulais vous expliquer, c'est que, à côté, les gens, quand ils accusent un ministre, ils voient pas la personne délibérante. C'est la personne qui a créé, qui a géré les plus grandes crises. Je vous rappelle, lorsque Kamere était en prison, rappelez-vous que l'INT, qui faisait partie de la grande partie au cabinet du président de la République, mais ces gens-là, c'était rébellé. C'était rébellé contre la hiérarchie, c'était rébellé. Mais c'est lui qui a créé, pour qu'il y ait la calmie, c'était les professeurs Ebérand. Ça, c'est un de deux. Il faudrait aussi, je vais mettre à votre disposition les codes du numérique. Parce qu'aujourd'hui, il faut aussi aller et poser à ces ministres-là. Oui, vous êtes ministre. Qu'avez-vous fait en étant ministre? Un grand code du numérique qui a 390 pages. Mais les restes, l'organisation, les choses, nous continueront à sonner notre sonnette d'alarme. Et puis, je peux vous dire, allez-y, je peux vous dire que lorsqu'il y a des accusations comme ça, il y a beaucoup de choses qui rentrent à l'intérieur. Aussi la machination politique. On voudrait la tête d'Ebérand. Mais plusieurs fois. Plusieurs fois. Vous n'avez pas lu dans la presse des journalistes. J'ai même écrit ou appelé un journaliste qui est très connu, qui est, je me permets de citer son nom, Madame Paulette, qui monte pour lui dire, est-ce que vous avez de preuves? Lorsque les articles disaient que Ebérand est à la base du détournement de 320 000 $. Alors que tout était faux. Machination. Mais cela, c'est fait pourquoi? Parce que les gens veulent s'en prendre aux dignes fils, ceux qui travaillent à côté de Félix-Antoine Tshisekedi, et laisser la main libre à tous ces voleurs. Donc, il est le seul ministre de l'UDPS qui a un bilan positif. Il a un bilan. Il peut venir à la télé défendre. Justement, il a un bilan. Lui non plus ne vient pas à la télé. Bah, est-ce que vous l'avez appelé? Il n'est pas venu. Je vais vous donner son numéro. Bah, on va l'inviter. Justement, je vais vous donner son numéro. Il est ouvrable. Est-ce que vous l'avez appelé et il n'est pas venu? C'est quelqu'un de très ouvrable. C'est parmi les rares ministres qui répondent au téléphone. Je vous rappelle que nos amis, nos frères, je vous donne l'exemple du vice-premier ministre Peter Kazadi, quelqu'un que je connais il y a très longtemps, très longtemps. Il répond plus. Mais nos amis aujourd'hui ne répondent plus. Mais lui également, il a un bilan positif. Les ministres Peter Kazadi. Aujourd'hui, on envoie les Kuluna au Kanyama Sissé. Oui. Un autre lot a déjà été introduit, inséré à la société. C'est quand même du travail. Libre à vous. Voilà pourquoi tout ce que nous disons aujourd'hui, c'est que nous devons revenir à un mot en une phrase. Nous voulons les changements. En un mot, les changements. Le peuple d'abord. Mais comment vous allez le faire? Parce que le président a son dernier mandat. C'est pas un peu tard de prêcher les changements. Attendez, chérie. C'est fini pour le président de la République. J'ai dit ça parce que vous critiquez toute l'UDPS sauf le président de la République. Non. Vous ne parlez pas de toute l'UDPS. J'ai fait des éloges ici au secrétaire général, Augustin Kabouya, qui a fait un travail en 12 jours que Bahati pouvait le faire en 2 mois. Il peut encore porter le flambeau du changement. Mais regardez Augustin Kabouya. Regardez cet homme. Vous voyez la bataille. Vous voyez la bataille aujourd'hui qu'il y a derrière les postes. Vous avez vu avant de nommer la première ministre Judith Toulouka, comment est-ce que les gens s'est battés là à jeter l'opprobre sur les autres, ou même Liaou était derrière, où on disait que comme c'est quelqu'un de... Vous avez vu les réseaux sociaux comment ils bougeaient? Mais Augustin Kabouya, c'est le seul aujourd'hui qui dit je dis non à ces postes. Il a montré ses ambitions, qu'il voulait être premier vice-président de l'Assemblée. Mais après, il a dit non, je laisse. Pour que les autres les prennent. Ces hommes d'État. C'est peut-être parce qu'il est devenu omnipotent, omniprésent aujourd'hui. Il est un peu dans tout ce qui se passe. Il met ses hommes partout. C'est lui qui décide. Il faut aller le voir. Mais s'il voulait être partout, il allait en même temps être... Parce que c'est pas incompatible de gérer l'UDPS, la première force politique aujourd'hui, et puis d'être vice-premier président. D'ailleurs, cela lui donnerait encore beaucoup plus d'avantages. Mais quelqu'un qui dit non, et vous vous dites peut-être, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ces messieurs-là,
notre secrétaire général, Augustin Kabouya. Enfin, le secrétaire général de l'UDPS. Président ad interim, il semble. Non, secrétaire général de l'UDPS. Il n'est pas président. Il est secrétaire général de l'UDPS. Les congrès l'a confié la fonction de secrétaire général de l'UDPS. Tout ce que les gens disent, ils racontent. Mais c'est que les congrès lui a confié à lui, c'est être le secrétaire général de l'UDPS. Mais regardez les messieurs. Il a dit non lorsqu'on l'a proposé plusieurs fois ministre au gouvernement Sama 1, au gouvernement Sama 2, y compris. Parlons du dossier scandale. C'est pour vous dire qu'il y en a encore les dignes fils qui travaillent d'arrache-pied, qui se disent que nous sommes là pour apporter des changements. Mais il y a tout un arsenal de gens qui sont autour pour... je vous donne l'exemple. J'ai parlé des gens qui sont aux côtés du président de la République. Vous n'avez pas fait mention. Je vous ai dit, Elie, allez-y aujourd'hui, prenez votre demande d'audience, allez déposer à la présidence. Le président ne sera même pas au courant. Ils vont regarder comme ça. Ah bon, Elie, ils mettent à côté. Son cabinet n'est... Bah, bien sûr, les gens qui sont autour. Et c'est pareil. Et je pense les directeurs des cabinets n'est pas compétents. Je pense que les gens sont payés. Je l'ai dit ici. Les gens sont payés pour faire échec au mandat du président de la République. Les gens sont payés. C'est des accusations graves. Hein. Je dis bien. Les gens sont payés pour voler. Les gens sont payés pour favoriser l'accès aux voleurs. Parce que c'est comment est-ce possible qu'il y ait des détournements aujourd'hui? Parlons de détournement, justement. On va prendre les dossiers scandales financiers. On s'est réveillé, 400 millions par-ci, 71 millions par-là. Nicolas Kazadi, son nom, est plongé dans ses soupçons. On dit de lui qu'il serait responsable de surfacturation dans des contrats que l'État a avec les privés. Un lampadaire à $5,000, un forage à $297,000. Mais moi, ce dossier, il est très technique. Ouais. On va pas aborder tous les aspects. Moi, je veux qu'on aborde, puisque vous êtes de la presse, l'aspect de ces bras de fer entre la presse et les gouvernants. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, permettez, on va citer des noms, oui. Le coup de gueule d'Israël Mutombo, qui a révélé ces dossiers-là à la place publique, oui. Et le coup de gueule de conseillers, de l'entourage du ministre. Est-ce que c'est ce qui s'est fait là aujourd'hui? Nous sommes toujours dans le cadre de la dénonciation, de l'information, où on a dépassé ce cadre-là, c'est devenu un rendement de comptes privés qui nous est exposé comme ça sur la place publique? Non, je vais rester sur la logique des choses et j'emprunterai même les normes journalistiques d'éthique et d'idéontologie. Le rôle d'un journaliste, c'est de faire la descente, d'être à la recherche de l'information. En effet. Traiter et puis diffuser. Mais c'est lui qui cherche l'information, qui traite et qui diffuse, est d'office journaliste. Et il est d'office journaliste qui puisse faire des longues études, qu'il ne puisse pas les faire, qu'il puisse faire les études de médecine ou de sciences infirmières. Il est d'office journaliste. C'est là que j'encourage notre confrère Israël Mutombo. Il a fait des recherches. Il a ses sources. Il nous a donné tous l'information. Regardez aujourd'hui. Il a donné l'information. Mais de l'autre côté, attendez, avant qu'on passe de l'autre côté, vous avez dit le rôle du journaliste, c'est la récolte, le traitement et la diffusion. Bon, oui. Ça s'arrête là, non? Ça s'arrête là. Mais est-ce que le journaliste a le rôle de la réplique? Parce qu'il y a une deuxième vidéo de Monsieur Israël quand même qui circule sur le réseau aujourd'hui. On a l'impression qu'il se donne lui-même le droit de réponse. Où il répond à un conseiller du ministre qui a été dans une autre chaîne, qui lui est dans ses droits, puisque on a accusé, lui, il a le droit de répondre selon les normes journalistiques. Mais est-ce que M. Mutombo a le droit, après la diffusion, de revenir pour donner un avis personnel? On a l'impression que non, mais on dépasse un peu le cadre journalistique. Pas du tout. Lorsque vous, qui êtes censé répondre, lorsque vous, qui êtes censé rencontrer les faits qui sont mis à votre charge, lorsque vous
Parce que c'est qu'on attend du ministre et ses collaborateurs. Voilà pourquoi je dis que toutes ces personnes qui sont autour du ministre ne sont que de médiocres. Les conseillers, les chargés de communication, ce ne sont que des médiocres. Parce qu'on voudrait bien que quelqu'un puisse aujourd'hui, à la face de tout ce qui s'est dit, nous expliquer. Mais le ministre a promis un droit de réponse, il a promis. Ça fait combien de jours? Il est rentré. La matière est consommée. Non, mais les droits de réponse, nous l'attendons. Ça, c'est de un. De deux, on attendait qu'on puisse avoir aussi des ministres à tout un cabinet. Son conseiller est passé à Télé 50. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Où il a expliqué. Pour traiter l'autre d'infirmier et autres. Non. Il faut rencontrer les faits qui sont qui sont mis à votre charge. Ça, c'est des un. Des deux, il faudrait calmement, je pense que c'est un dossier où il faut bien expliquer aux gens les rôles même du ministère des Finances, les rôles du budget, les rôles du ministère du développement rural. Et cette entreprise qui devrait en fait parler, parce que le ministre avait sur sa table un dossier reprenant tout ce qu'il y a comme prix et autres, montants et autres. Vous comprenez que nos ministres ont des équipes qui sont ils n'ont que des médiocres à leur côté. Ils n'ont que des flatteurs. Et ça freine la démocratie. Non, mais ils sont des flatteurs. Ils savent pas les jeux de la démocratie. Lorsqu'ils traitent un autre d'amateur, il est dans ses droits de répliquer. Les journalistes. Vraiment, il est dans ce droit de répliquer. N'oubliez pas que le travail des journalistes que nous faisons, c'est aussi un travail où il y a la noblesse. Bien sûr. Et les végétariens. Bien sûr. Nous sommes des gens qui sont tout le jour suivis. Vous n'avez peut-être pas l'impression du végétariat que vous portez aujourd'hui. Non. Ou la notoriété. C'est 2000, 5000 personnes qui vous suivent tout le jour. C'est pas rien. Je suis d'accord. C'est pas vrai. Alors, il peut pas se laisser faire comme ça. Et c'est normal. C'est normal. Il pouvait même aller beaucoup plus loin. Et puis, je pense même que s'il a la carte des presses, il pouvait même aller à la corporation, accuser ces gens-là. Et vous savez qu'on peut même sanctionner des acteurs politiques. Les CESAC ne dit rien, hein, jusque-là. Non, la corporation, ce n'est pas les CESAC. Oui, mais les CESAC, la corporation, c'est l'UNPC. Je suis tout à fait d'accord. Oui, les CESAC, c'est un conseil. La corporation prendra effectivement le camp de confrères. Parce que nous sommes une corporation. Nous avons le devoir de nous soutenir. Mais c'est ça que c'est d'abord la qualité de programme aussi. Non, dans la corporation, il y a les tribunaux des pairs. Oui. Un tribunal est composé de toutes les parties. C'est ça même un tribunal. La partie des accusés, la partie civile et autres. Vous voyez, ça c'est la corporation. Donc aujourd'hui, est-ce que les CESAC n'a pas un rôle les CESAC dans ce qui se passe? Pas du tout. Parce que c'est des bonnes guerres. Vous êtes allés, vous avez cherché l'information et vous venez de divulguer votre information. C'est le travail que nous faisons tout le jour. Bien sûr. D'autant plus que nous le faisons dans des faits de société, d'autant plus que nous pouvons les faire. Mais ailleurs, il y a même des paparazzis, mon cher frère. Si. Des gens qui suivent des acteurs politiques, qui suivent même leur vie privée, les plus privées. Et après, lorsqu'ils ont des données, mais attendez, qu'est-ce qu'on a fait? On diffuse. Qu'est-ce qu'on a fait? Moi, j'ai une émission Vraie Version où je suis spécialiste sur des enquêtes et des dossiers comme ça. C'est vrai, on a des problèmes après, c'est vrai, on nous frappe dessus, mais c'est ça notre travail. Donc, monsieur Israël, le confrère Israël Mutombo est absolument dans ses droits. Il est absolument dans ses droits. Il ne fait que son travail. Il ne fait que son travail. Et on n'a pas le droit de les lyncher. Pas du tout. Il répliquera à chaque coup parce qu'à côté du travail de la télévision que nous faisons, nous sommes des vedettes. Nous sommes des vedettes. Nous devons garder notre crédibilité parce que les infos que tu apporteras demain, les gens doivent savoir que ce canal est crédible. En effet. Alors, voilà. Mais je pensais que l'équipe du ministre aurait déjà organisé un bon point de presse pour pouvoir essayer, par devoir de redevabilité, par devoir de la bonne gestion, montrer où sont les responsabilités du ministre des Finances, les responsabilités du ministre du Budget, les responsabilités du ministre du Développement rural, et même cette entreprise, parce que c'est un projet... Qui est cité. Voilà, cette entreprise qui est citée. Ou d'ailleurs un nom... les noms m'échappent,
Mais il paraît que cette entreprise n'existe pas. Il paraît que le responsable, le nom qu'on cite, serait un parent proche du ministre également. Non, mais là, nous restons dans les suspicions. Ici, les ministres des Finances doivent nous dire, ou les ministres du Développement rural doivent nous dire, comment est-ce que un forage peut arriver à coûter à 297 000, pardon. Comment? Dans un pays pauvre, un pays où nous cherchons de moyens. Et puis c'est pas que là. C'est là que nous comprenons vraiment que tous ces projets qui sont autour du président de la République, tous ces projets qui sont autour de ces gouvernements sont des projets surfacturés. Nous allons chercher, à défaut du ministre, nous allons chercher... Projet 100 jours. Oui, mais nous allons chercher. À défaut du ministre, nous allons chercher les conseillers en communication, et lorsque je ceux vous dis qui ont travaillé sur ces dossiers. Lorsque je vous dis qu'il y a des médiocres, lorsque je vous dis qu'il y a des médiocres dans ce pays, et les gens qui partent même incriminer la presse. Mais attendez. Ça devrait être une enquête. Ça devrait être une enquête. Parce qu'aujourd'hui, ça se raconte. Ça se raconte comme quoi, d'un côté ou d'un autre, il y a l'argent qui circule. Ça, on attend aussi. Il y a l'argent qui circule, que les journalistes aujourd'hui sont séparés dans les camps. Il y en a qui défendent Nicolas Kazadi, ça commence à monter, et il y en a qui le chargent. Mais c'est normal, c'est des bandes de guerre. Voilà pourquoi dans la presse, oui, mais quand il y a des soupçons de l'argent, il y a le droit d'auteur. Il faudrait que l'UNPC agisse aussi. Parce que quand on parle d'argent, il faut aussi qu'on se surveille entre nous. Nous restons. Parce que si les journalistes touchent l'argent pour faire de la propagande, ça, ce n'est plus de la profession. Justement, s'il vous plaît, cher Eli. Allez-y. Nous restons sur les bases journalistiques. OK? C'est des bonnes guerres aujourd'hui lorsque il y a un élément que nous puissions faire des recherches, approfondir des recherches. Je suis d'accord. Et l'enquête continue. Bien sûr. S'il vous plaît, nous ne mettons pas un point à ce qu'Israël Mutombo nous dit. Lorsque les ministres donnent un avis, nous continuons cette enquête-là. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des brebis galeuses. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne vivent que sur les billets. C'est vrai. Ça, on le dit pas. Ça, on ne doit pas les nier. Mais on continue. C'est pourquoi il y a un droit de réponse. Évidemment. C'est pourquoi il y a même les démentis dans la presse. Nous avions vu avec ces journalistes qui a dit que le président de la République était au Rwanda. Mais il est ils sont revenus. Ils sont revenus pour démentir l'information. Oui. Et c'est ça l'éthique d'anthologie du média. Donc, nous sommes encore dans les recherches. D'ailleurs, c'est un dossier que moi je ne laisserai pas. Moi, par contre, je ne laisserai pas. Nous devrions comprendre que cette entreprise dont le nom m'échappe existe. Il existait. Je crois que c'est Stever. Ouais. Voilà, Stever. Cette entreprise existerait depuis combien de temps? Comment est-ce que les ministres... Les sièges, c'est où? Voilà, les sièges, c'est où? C'est ce que nous cherchons. Il paraît que c'est une entreprise qui n'existe pas. Mais qui a un contrat de prestation avec l'État. Voilà. On va s'intéresser à ces sujets. Mesdames, messieurs, je vous annonce que votre télévision, Éco-Télévision, va également s'intéresser à ces sujets. Le temps qu'on réunisse beaucoup de documents, beaucoup de choses sur ces sujets. Je reviendrai personnellement, peut-être sous un format d'édito, expliquer, parce qu'il y a intérêt qu'on explique finalement les prérogatives des membres du gouvernement. Il y a intérêt qu'on explique ça. Est-ce que le ministre des Finances est en tort? Est-ce que c'est lui qui avait signé ces contrats de prestations? Toutes les structures qui surveillent les passations de marché, qui sont sous tutelle quelquefois du Premier ministre, tout ça, les ministères de budget, quel est son rôle? On va vraiment se documenter là-dessus. Samalou Konde. Effectivement. Et revenir. Son conseiller en matière financière. C'est tout un projet d'un gouvernement. Voilà pourquoi je pense que cette enquête, non seulement qu'il a les portées révélateurs, mais il a un porté à ouvrir l'œil au chef de l'État. Effectivement. Que ces gens ici qui nous ont embrouillés d'être ministres, je ne sais quoi, ministre de la jeunesse, je ne sais qui ministre, ils doivent tomber. Ils doivent être mis de côté. On va se renseigner suffisamment. Je vous promets à tous mes abonnés et à tous les internautes que je reviendrai sur ces sujets pour vous en dire plus et on donnera notre avis pour savoir un peu ce qui se passe. Comme M. Didier a dit, cette enquête
doit vraiment continuer. Justement. Parce que quelque chose est vrai, il n'y aura pas qu'un seul coupable si jamais Pas du tout. les choses sont mal faites. Alors, on va finir par cette actualité. Primaire, Ouais. au niveau de l'Union sacrée. C'est une première, hein, ça. Ouais. On n'a jamais vu de primaire dans ces pays. Même dans votre parti, l'UDPS, Non. qui se réclame parti porteuse mère de la démocratie, il n'y avait jamais de primaire. Hein. Si, bien sûr. Pour la désignation des candidats à la présidentielle, par exemple, Non, on savait qu'Etienne Tshisekedi était candidat naturel. Mais bon, ce n'était que mon introduction. Rappelez-vous lorsque... Non, mais attendez, Oui. je pose la question, ce n'était que mon introduction. Ok. L'Union sacrée surprend tout le Congo entier. Pour une première fois, plateforme politique va organiser les primaires. Quelle beauté de la démocratie. Pour choisir finalement, pour départager 3 de ses enfants Oui. qui ont les ambitions pour un même poste. Quel est votre sentiment là-dessus? Non, c'est pour vous dire que nous sommes battus pour une seule cause, les changements. Lorsque vous acceptez cela et que vous dites, vous, Elie, c'est lui que j'ai, quelqu'un que j'ai beaucoup d'estime dans votre manière de réflexion et votre indépendance d'esprit, et que vous dites que c'est la beauté de la démocratie, je suis content. Je me dis que c'est les combats dont nous sommes battus. Mais ces combats-là, c'est l'UDPS, les combats de la démocratie. Puisque vous avez dit à l'introduction qu'il ne s'est jamais fait, rappelez-vous, lorsque Etienne Tshisekedi est parti, on devait organiser les élections, l'UDPS devait organiser des élections pour choisir un président qui va diriger les partis. Il y a eu les primaires, on avait plusieurs candidats, notamment, on avait même à la fin 4 candidats à la présidence du parti, notamment Paul Chilombo, David Moukeba, les CGA, son nom m'échappe, et les présidents de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Qui avait gagné les élections. qui a gagné les élections. Donc c'est les seuls partis démocratiques. Voilà pourquoi ici je balaye tout le propos de ces rebelles qui disent qu'ils sont de l'UDPS. Non, dans l'UDPS, vous ne verrez jamais quelqu'un qui va choisir le voie de armes. Jamais. Nous sommes dans les débats, nous sommes dans les échanges, mais nous sommes aussi dans la démocratie. Et là, j'aimerais aussi vous dire une chose. Regardez pour les postes et autres. Le secrétaire général a créé toute une structure. La gestion des ambitions. Et même là, pour les postes qui est vacant, les postes du premier vice-président de l'Assemblée, il a encore fait appel aux gens qui veulent assumer ces postes, de venir discuter de ces partis-là ou soit échanger. Voilà que je vous dis que ça ne peut qu'être l'œuvre d'un démocrate, d'Augustin Kabouya. C'est lui qui a organisé ses primaires d'ailleurs. Oui, il a signé le communiqué. Il a signé les communiqués, il a pris ses responsabilités comme la première force politique au sein de l'Union sacrée. Et c'est là la démocratie. Et puisque c'est la voie de la démocratie. Mais ça se raconte. Les indiscrétions disent que naturellement, l'Assemblée nationale doit revenir à Vital Kamerhe. Au nom des accords de Nairobi, au nom de la patience qu'il a eue, parce que normalement, il devrait être candidat après M. Félix Tshisekedi. Et de l'autre côté, il semble que c'est très mal vu, ces primaires. Parce que ça serait un stratagème politique pour le carter et ne pas lui donner ce qui lui revient de droit. Non, mais là, vous me demandez de parler comme un politique. Non, comme un analyste surtout. Je vais vraiment analyser les choses comme il se doit. Que disaient les accords de Nairobi? Ces accords insinuaient que il y aurait un président et ces présidents-là auraient, entre guillemets, la majorité parlementaire. Et il y avait un président qui n'avait pas de majorité parlementaire, ce qui faisait que ces accords étaient tombés caducs. Du tout, caducs. Et donc, ici, il n'y a pas lieu de parler des accords de Nairobi. Ça n'existe plus. Pas du tout, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ah. Oui. Ça, on vous le reproche, mais seulement. On vous dit que vous n'avez pas mais seulement nous avions vu. Respect, la parole de nous avions vu un président très généreux pouvoir nommer. Non, mais à quel moment on a rompu les accords de Nairobi? Mais c'était tombé parce que les accords disaient qu'il fallait avoir gagné les élections au niveau de la présidentielle, mais au niveau de la législative aussi. C'était ça la condition. Ben, justement, c'était ça la condition.
pour que Vital Kamerhe soit Premier ministre. Pourquoi l'UNC a continué de parler de ces accords? Ils en parlent plus. J'étais avec le secrétaire général de l'UNC. Ils en parlent plus. Ils savent Monsieur Billy Kambale. Ils savent que ça n'existe plus, cet accord-là. Maintenant, c'est des bonnes guerres. C'est la course. Et puis, remarquez bien qu'il y a le primaire. Donc, dans l'Union sacrée, Félix Tshisekedi est un démocrate. Il est différent des tyrans et des dictateurs qu'on avait à l'époque, comme de la Kabylie et autres, pour dire que j'ai choisi celui-ci comme président. Non. D'ailleurs, la beauté de la démocratie, comme vous l'aviez dit, est qu'ils partent aux primaires pour choisir. Donc, le chef est là, en train de regarder, et même en allant aux accords. S'il faut parler de cette histoire de Nairobi, démocrate qu'il est, Félix Antoine Tshisekedi, il a juste parlé de la primature parce que c'est le chef de l'État qui nomme le Premier ministre. Mais ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas fait mention du Parlement ou du président du Parlement, parce que ça incombe de la responsabilité des députés nationaux. Ils peuvent pas recevoir un mot d'ordre. Du président de la République. C'est pas sa responsabilité. Non, pas du tout. C'est pas lui qui... Regardez ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ça vous dira plus. Il y a Mbouta Lévy qui a eu 23 voix, mais juste un indépendant, Noël Cheke, qui a eu 20 voix. On sait qu'il n'est pas aussi indépendant que ça. Voilà. Mais il était indépendant, candidat indépendant. Nous savons qu'il n'est pas indépendant du fait seulement qu'il n'y a pas l'opposition au sein de cette assemblée provinciale. Voilà. Ça, c'est sûr. Voilà. Mais il y a eu de la démocratie où les gens ont dit non au président Lévy Mbouta. On choisit. Et c'est ça la beauté de la démocratie. Donc, c'est ça la gouvernance de l'UDPS. Donc, tous ceux qui pensent que ça serait de la stratégie politique pour écarter tout simplement Vital Kamerhe ont tort de le penser. Mais c'est 300, 400 députés qui vont voter. Ils vont voter, ils vont faire le choix. Ils vont faire le choix aujourd'hui. Il n'y aura pas de mot d'ordre. Les mots d'ordre des partis ne sont pas donnés. Mais il n'y a pas du tout. S'il y en avait, on aurait une liste, on aurait un nom. Il n'y en a pas. Mais ce qui a surpris aussi, c'est le fait de voir la candidature de Mbosso, de l'actuel président de l'Assemblée nationale. Seulement au nom de la géopolitique nationale, il devrait plus être candidat parce que il est du même espace linguistique que la première ministre aujourd'hui. Pourquoi on le laisse candidater alors qu'on sait qu'il peut pas, au nom de la géopolitique nationale, occuper ces postes-là parce que ça sera de trop en termes de représentation nationale. Non, mais cher Elie, lorsqu'on parle de la démocratie, lorsqu'on parle élection, on ne fait plus mention de tout ce qu'il y a géopolitique et autres. C'est des bonnes guerres, c'est les idées qui gagnent, c'est les compétences. Sinon, enlevons élection, parlons géopolitique, parlons de nomination. Par exemple, le poste du Premier ministre, c'est un poste de nomination. Nous comprenons où les gouvernements, les chefs de l'État doivent penser, ça c'est même constitutionnel. Bien sûr. Mais rassurez-vous qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir tout le bureau qui est d'un seul coin si les députés le veulent. Donc toute la responsabilité, c'est au seul député. Justement, la responsabilité, c'est aux députés. Ils peuvent vouloir en même temps que les présidents, soit du Bas-Congo, les vice-présidents, les premiers, le deuxième. Mais justement, tout le bureau du Bas-Congo, il n'y a pas de problème. Ce sont des postes électifs. Ce ne sont pas des postes de nomination. Mais dites-moi, vous avez quelqu'un du Bas-Congo qui peut apporter un changement, qui peut donner quelque chose de nouveau, qui a un sens managérial, et un nul, ou un néant, ou comment le cardinal Monsengo disait, les médiocres, ou un médiocre, qui est de l'autre province. On choisit qui? Carrément. Qui est-ce qu'on choisit? Il faut faire le choix. On attend. Je signale que nous tournons cette émission mardi, mardi 23 avril. On attend, je crois qu'en ce moment où on tourne, entre le 3, les primaires veulent commencer. Entre le 3. Oui, entre le 3, justement, j'allais vous poser la question. Justement, quel est votre profil? Vous pensez mon profil est clair. Vous recommanderez quel choix? Je recommanderais Vital Kamerhe. Vital Kamerhe
Vital Kamerhe, c'est quelqu'un où on peut tout dire de lui, mais c'est un homme d'État et c'est quelqu'un qui peut porter le poids De la République. non, pas de la République, de l'institution Assemblée nationale. Mais aussi, c'est quelqu'un qui reste à l'écoute. Vous voyez, nous avons aujourd'hui, vous savez pourquoi? L'une des choses qui fait que nos ministres, nos anciens amis échouent en pâture. Parce que dès lors qu'ils sont nommés, ils savent même pas gérer leur téléphone. Ils savent plus répondre même à leur téléphone. Nous avons des ministres qui savent pas gérer leur téléphone et vous pensez qu'ils peuvent gérer la nation. Un ministre qui ne sait pas quand est-ce que je peux répondre, quand est-ce que je peux organiser des audiences dans mon cabinet pour écouter les gens et orienter ma politique ou mon action, mon action gouvernementale en termes des attentes de cette population. Il devient omniprésent, il est toujours pressé. Lorsqu'il y a des embouteillages, il prend l'autre sens. Il sait même pas que c'est à lui de chercher une petite solution ou de créer des recommandations. Et c'est tout ça les problèmes. Mais entre le trois, je pense que c'est lui dont vous pouvez aujourd'hui prendre votre téléphone, appeler et répondre, c'est Vital Kamerhe. Donc, au nom de cette humanité-là, au nom de cette compétence, il a l'intelligence, il est à l'aise, il peut être ici sur votre plateau, il sera à l'aise, il serait à l'aise. Et il a déjà été président de cette assemblée. Voilà, président c'était plutôt agréable. C'était agréable. Je pense aussi qu'il y a les côtés politiques, mais mon côté, à moi. C'est aussi une grande force politique aujourd'hui, l'UNC est allié. Ben, bien sûr, il y a aussi un côté politique où politiquement, les politiques regardent toujours leurs intérêts. Mais moi, je me dirais que pour la gestion de cette assemblée, il faudrait quelqu'un des managers et des très intelligents, surtout des souples. De celui qui peut voir les choses ne pas marcher et se dire, bah, je démissionne. Bah, on espère que Vital Kamerhe aura les chances. Comme vous avez dit tout à l'heure, la responsabilité incombe au seul député de l'Union sacrée. On espère que la conscience restera les juges incorruptibles et que les gens vont voter parce que ils ont regardé la compétence, parce qu'ils ont regardé l'habilité managériale, parce qu'ils ont regardé la souplesse, comme vous venez de le dire. Cette émission est terminée, on est vraiment arrivé à la fin, mais je quitterai pas ce plateau si je vous pose pas une ou deux questions. La première, c'est d'abord ce que vous pensez de la nomination d'une femme à la tête du gouvernement. Est-ce que vous pensez de la dame elle-même en tant qu'actrice politique? Est-ce que vous estimez qu'elle va être à la hauteur des attentes, surtout d'un gouvernement qui arrive en période de crise sécuritaire, en période de crise économique, en période où Kinshasa, à chaque pluie, se retrouve sous l'eau, en période de détournements massifs, des soupçons de gauche à droite? Est-ce qu'une femme en aura suffisamment pour porter toutes ces causes? Je l'avais voulu vraiment qu'il y ait la nomination d'une femme. Si vous regardez mes interventions ou mes émissions, je pensais vraiment que ça devrait être. Moi, je l'avais même prédit. Oui. Je pensais vraiment que ça devrait être une femme. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ne sont pas très impliqués en politique, qui ont quand même donné un autre tonus dans les mandats de Félix-Antoine Tshisekedi. Je vais vous donner quelques exemples. Regardez Jules Alinguet. Il n'a pas de coloration politique, mais c'était quelqu'un qui était d'appui au côté positif. Mais on dit que les enquêtes de l'IGF n'aboutissent pas. Non, ça c'est faux. Jules Alinguet, c'est quelqu'un à qui nous devons protéger, c'est quelqu'un que nous devons porter. On dit que l'IGF communique plus qu'elle le travaille. Non, l'IGF travaille à fond. Il travaille à fond. Moi, je peux vous le dire. Toutes les fois où je l'appelle, Louis Gilles Alinguet, il répond pas à mes appels. Mais pendant 5 ans, je continue à le soutenir. Vous voyez, il répond pas à mes appels, Jules Alinguet. Il y a beaucoup de gens qui ne vous répondent pas. Non. Mais les gens, il y a beaucoup de gens, c'est vrai, qui ne répondent pas. Par rapport à la population, ils sont très minimes. Parce que si vous regardez bien, notre téléphone ne cesse de sonner. Il y a des gens qui veulent nous contacter à tout moment. Et ça, c'est des appels agréables. Voilà. C'est des appels dont on a besoin. Oui. De ceux qui nous suivent. Oui. Peut-être quand nous appelons, nous allons tout droit au but et nous pensons qu'il faut le changement. Jules Alinguet, c'est quelqu'un où
on doit être fier et protégé dans une nation comme la nôtre. Ça, c'est un. Mais regardez bien sûr, la Linguette n'est pas politique. Allez-y en Ituri là-bas. Ituri aujourd'hui, c'est comme un autre pays. Ce n'est pas comme en RDC. Parce qu'il n'y a Là plus où il y a des morts. Non, attendez. Ah, en En Ituri. Ituri. En Ituri. Ça tue là-bas en Ituri. Oui, l'Ituri d'avant. L'Ituri de Joseph Kabila. Est-ce que vous savez que ces bandits-là, ces rebelles, ces assaillants-là, marchaient avec les têtes des gens comme ça dans la ville de Bunia? En plein midi. Vous voyez des gens qui font usurpation dans votre bureau ici avec la tête d'une personne. Ah ben tout, on vous dit pas. Mais aujourd'hui, c'est dans le périphérique. Ça, c'est des... Mais en termes d'infrastructure, regardez bien, vous verrez qu'il y a l'asphalte. Et tous les samedis, les Itouriens, moi j'étais en Ituri, tous les samedis, c'est tous les Itouriens qui sont dans le salon. Vous ne verrez pas la poubelle, vous ne verrez pas les sachets qui pullulent comme à Kinshasa. Pourquoi? Donc, parce qu'il y a un militaire qui est à la tête de cette province. Regardez les services nationaux avec les générales Kassongo, Kabouis. Vous remarquerez que c'est quelqu'un qui vient et qui donne l'impulsion, qui travaille. Donc ceux qui travaillent mieux autour du chef de l'État, c'est des gens qui ne sont pas très politiques. Qui sont pas très politiques. Voilà pourquoi il faut parfois ne pas être dans un parti politique. Il faut parfois refuser ces choses-là. C'est pourquoi vous pensez que la première ministre... C'est pourquoi moi d'abord, premièrement, je pense que je vais bien servir ma nation en étant journaliste qui est politique. Ça, c'est la première des choses. Vous voudriez être nommé? Pas du tout, pas du tout. Vous voulez une responsabilité? Sinon, je serais candidat. Sinon, je serais candidat député national. Vous avez tenté de l'être? Non, j'ai pas été candidat. Vous n'avez pas été candidat? Pas du tout. Sinon, je serais candidat. Vous savez quand même les bases que nous avons. Et aujourd'hui, à Kinshasa, nous ne pouvons pas circuler librement. Vous voyez. Mais la femme, j'étais très content. Mais ses premières marches sont très biaisées. Lorsqu'il doit consulter encore, refaire les travaux que les formateurs et l'informateur a fait, je me dis qu'il est en train de tomber dans un piège. Voilà pourquoi j'ai fait appel à la première dame. Maman Denise. Pourquoi la première dame? Mais parce que c'est la personne qui doit aujourd'hui regarder, conseiller. Ne vous en faites pas, tous ces conseillers du président de la République, nous voyons tous ces jours. Ils n'ont pas de solution. Ces conseillers principaux que vous voyez, ils n'ont pas de solution dans le problème qui surgit. Ils n'ont pas de solution, cher Élie. La personne qui doit parler comme première conseillère du chef de l'État aujourd'hui et à tout moment parler au chef de l'État, c'est la première dame, Denise Nyakio Tshisekedi. Mais cela ne m'empêche pas de souhaiter bon vent à cette dame, de la demander de rester ferme, de travailler pour la République, de donner surtout l'impulsion et de décourager tous ces vols, d'être derrière tous ces dossiers, d'être éveillé surtout. Nous sommes un pays où nous avons besoin du développement. Merci beaucoup, messieurs Didier Kanida. Je rappelle que vous êtes journaliste. Vous avez dit que vous êtes aussi acteur du changement. Plusieurs casquettes. Vous êtes plutôt proche de l'UDPS. Vous l'avez dit vous-même pour avoir présenté. Je suis tshisekidiste. Voilà, vous êtes tshisekidiste d'idéologie et de courant. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'être venu à Choc d'idées. J'espère que vos réponses ont éclairé la lanterne de plusieurs qui nous suivent. Merci. C'était un plaisir. Cette émission est terminée, mesdames, messieurs. Partagez-la. Abonnez-vous surtout. Continuez à suivre Éco Télévision. Comme je vous ai dit, on va se documenter. On va essayer de comprendre ce qui se passe sur ces scandales financiers. Et je vous reviendrai très rapidement et très prochainement pour vraiment étaler les faits. Parce que moi, je pense que on rentre quand même très facilement dans la propagande et ça dessert l'information. Surtout les faits. Les faits, nous sommes derrière les faits et cette affaire vraiment aura l'éclairage. Effectivement, il faut donner les faits. Mais je demande en même temps au ministre des Finances, comment vous pouvez être entouré de ces médiocres? Parce que il fallait que les gens réagissent et réagissent bien. Moi, j'attends le droit de réponse du ministre. Je l'encourage à parler. À défaut de bosser de télévision, il peut faire une conférence de presse. Il peut venir à Éco Télévision s'il le souhaite. Il peut aller ailleurs. Mais il y a nécessité qu'il parle. Parce qu'en démocratie, l'information
est une pièce indispensable. Exact. Nous avons besoin des ministres qui ne se prennent pas la tête, qui ne se croient pas au-dessus du ciel, qui peuvent rendre des comptes à la République, à la population, et qui parlent. Merci beaucoup encore une fois, Monsieur Didier Kanida. Merci à vous qui étiez nombreux à nous suivre. Je vous retrouve très, très, très prochainement avec un autre invité. Je suis vraiment en train de chercher le président du CESAC. J'aimerais beaucoup avoir une interview avec lui parce que j'ai énormément de questions de gens qui m'envoient pour les lui poser. Et tout de suite, je l'envoie même cette demande qui est en direct. Effectivement. Tout de suite, je pense que c'est quelqu'un qui est resté les mêmes. Effectivement. Ça, on peut le dire. Dans sa casquette du pouvoir. Ça, on peut le dire. Voici des gens que moi je demande au chef de l'État de pouvoir donner des responsabilités. On peut le dire. Ça, on peut le dire. Il reste le même. Il reste ouvert, je pense même. Il est très réceptif. Il répond au téléphone. Ça, c'est quelque chose de très bien. Je suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'il fait. C'est aussi la démocratie. Mais c'est quelqu'un d'humain qui écoute. Et j'aimerais beaucoup l'interroger un peu. Il y a beaucoup de questions. Qui lui sont posées. Et j'ai de l'admiration quand il s'est prêt aux médias pour parler. C'est très important. Merci beaucoup.